Le parc naturel régional du Massif des Bauges est sur Radio Alto. Le parc du Massif des Bauges compte sur son territoire 7 sites Natura 2000 dont 5 sont gérés par le parc. Ces espaces, reconnus à l'échelle européenne comme étant des zones naturelles d'intérêt écologique majeur, visent à concilier protection de l'environnement et maintien de l'activité humaine. Loin d'être une réglementation, Natura 2000 est avant tout un modèle de gestion qui prône la concertation et le volontariat entre les différents acteurs concernés. Quel est le rôle du parc dans l'animation et la gestion des sites Natura 2000 et comment ces sites Natura 2000 parviennent à allier protection de l'environnement et activité humaine ? Nous avons rendez-vous sur la commune de Cruet au lieu-dit d'Hérichaude en compagnie de Tiffaine Lavigne et Kevin Alexandre sur un terrain de pelouse sèche, site Natura 2000. Tiffaine Lavigne, bonjour. Vous êtes chargée de mission Natura 2000 au Parc des Bauges et on s'est donné rendez-vous ici sur la commune de Cruet justement pour avoir un cas un peu concret de ce que c'est qu'un site Natura 2000. Alors qu'est-ce que c'est, avant de commencer peut-être, qu'est-ce que c'est que ce label Natura 2000 ? Natura 2000, c'est un réseau de sites écologiques qui a été créé sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et qui a pour objectif de préserver les milieux naturels, les espèces aussi végétales et animales qui sont menacées d'extinction à l'échelle de l'Europe, rares ou menacées d'extinction. Il y a des sites Natura 2000 sur l'ensemble de l'Europe, 18% du territoire européen et 13% sur le territoire français. Alors sur le territoire du parc naturel régional du Massif des Bauges, il y a 7 sites Natura 2000, il y en a 5 où l'animation elle est portée par le parc des Bauges et 2 autres qui sont portés par 2 autres structures porteuses. Donc il y a la partie orientale du massif des Bauges qu'on appelle aussi Haute-Bauge qui est en site Natura 2000. On a la tourbière des Creusates au niveau de la Fécla. On a aussi récupéré l'animation des zones humides de l'Albanais qui s'étend entre le lac du Bourget et le lac d'Annecy. On a également le Mont Colombier et ici on est sur le site du rebord méridional du massif des Bauges. Donc ça, c'est les 5 sites qui sont animés, portés par le parc naturel. Après, on a 2 autres sites qui sont un peu à cheval sur le territoire du parc. Donc il y a la cluse du lac d'Annecy, qui est gérée par le syndicat intercommunal du lac d'Annecy. Et puis on a aussi un réseau de zones humides sur la partie Isère, géré par la région, qui délègue au conservatoire d'espaces naturels la gestion. Natura 2000, c'est clairement un outil supplémentaire pour le parc, pour gérer les espaces naturels, la biodiversité, la faune, la flore. Donc le parc a une charte pour ces prochaines années, avec 2 axes qui sont vers la pleine santé environnementale et vers la sobriété d'utilisation des ressources naturelles. Et donc la gestion qu'on mène sur les sites Natura 2000 répond pleinement à la charte du parc. Et donc c'est vraiment un outil supplémentaire pour le parc qui permet d'avoir notamment des subventions et de mener des actions sur ces sites plus spécifiquement. En fait, les sites Natura 2000, donc, ils sont portés par les structures comme le parc, mais on travaille en lien étroit avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc chaque site Natura 2000 a un comité de pilotage qui se réunit environ une fois par an, qui permet de rassembler les agriculteurs, les forestiers, les communes, toutes les personnes qui œuvrent sur le site. Ça peut être aussi les associations de protection de la nature. Ce comité de pilotage est là pour s'assurer que toutes les décisions qui vont être prises sur les sites Natura 2000 soient bien connectées au territoire. Et on a un président de ce comité de pilotage qui est élu sur chaque site Natura 2000. Donc sur le rebord méridional, c'est monsieur Jean-Michel Blondet qui est maire de la commune de Cruet, qui est là aussi pour faire du lien entre les acteurs et s'assurer aussi que toutes ces actions elles sont liées au territoire. Il reste des grosses herbes et sinon c'est bien pâturé en vrai. C'est pour ça que j'ai rebalancé un petit peu de moutons comme ça, ils vont s'attaquer à ça. Et Ouais, c'est bien. De toute façon, je dis... Moi, je m'appelle Kevin Alexandre. J'ai toujours grandi sur Cruet.
J'ai un élevage ovin d'une centaine de brebis, de la race Tonnet-Marteau. Je fais des caissettes d'agneaux que je vends 100% en direct à des particuliers, Combe de Savoie, bassin chambérien, bassin ancien. Voilà, tout part en direct. Je pâture 9 mois sur 12 en Combe de Savoie et alentour. Et une bonne partie de l'été sur la commune de Bonneval-sur-Arc, en Haute-Maurienne. Du coup, là, on est, si je comprends bien, en partie sur vos terres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le terrain, parce qu'il est un peu particulier? Eh ben, c'est un terrain très pentu, qu'on ne peut pas cultiver d'autre façon que le pâturage. Donc il faut obligatoirement pâturer, parce que là, à part une pelle araignée comme pour le débroussaillage, on ne peut rien faire d'autre comme intervention mécanique. Alors le terrain à l'origine, on avait pas mal de broussailles, sur le bas de la parcelle, on avait des gros ronciers avec pas mal d'acacias, quelques arbres éparses, mais ça commençait à vraiment se refermer, quoi. Est-ce qu'on peut faire une petite visite de ce magnifique terrain? Bien sûr, bien Mais il faut sûr. prendre son souffle. Hein. Moi j'ai l'habitude, mais c'est pour vous. Allez, promenons-nous. Ouais, je vais la faire pousser. En gros, c'était un peu tout comme ça avant. Ah oui. En fait, ce tronçon-là, il n'a pas été débroussaillé. Ah, par les machines. Voilà, donc on voit juste sur ce secteur-là qu'il reste un peu des arbustes, alors que sur le reste, la plupart étaient enlevés. On vient de mener une action sur ce site, donc c'est un secteur de pelouse sèche, qui est un habitat, un type de milieu naturel qui est assez spécifique. Ces pelouses sèches, donc, elles sont très présentes sur la partie du rebord méridional du massif des Bauges, mais elles sont aussi menacées par la déprise agricole notamment, ou par l'urbanisation, ou la mise en vigne, ou parfois par du léger surpâturage, mais c'est vrai que souvent c'est le fait que les exploitants agricoles laissent les terrains qui fait que petit à petit les arbres vont repousser et vont refermer ces pelouses sèches. Ces pelouses sèches, elles ont un intérêt très fort sur le territoire du parc. Ça a été retenu comme un habitat prioritaire au sein de la stratégie du parc. Ces pelouses sèches, elles sont vite abandonnées du pâturage, et une fois qu'elles sont abandonnées du pâturage, elles se referment et elles disparaissent, avec tout le cortège d'espèces qui est associé. Donc nous, on a travaillé en fait, on a identifié le secteur de Cruet comme étant un site avec des enjeux écologiques forts, une déprise agricole, et du coup, à venir probablement une perte de ces pelouses. On s'est rendu compte que sur ce secteur-là, on avait la capacité de remettre du pâturage, car on a une capacité d'accessibilité sur le site, il y a de l'eau à proximité, et du coup on avait visé ce site-là comme un site où on peut remettre en pâture. C'est pour ça que c'est ce site-là qui a été retenu. Parce qu'en fait, si on n'a pas une activité agricole, le site il n'est pas entretenu, il se referme et on perd les habitats. Et du coup l'agriculture est le cœur de l'équilibre pour préserver ces pelouses sèches. Le chef! Allez, viens! Pipi! Viens là, viens! Dans les pelouses sèches, on est souvent sur des terrains privés. Et du coup, c'est difficile de travailler sur ces secteurs-là parce qu'on a un morcellement foncier et ça nécessite énormément de temps d'animation pour arriver à récupérer une surface suffisamment importante pour travailler dessus et faire par exemple des travaux de réouverture comme on a fait. Et on avait identifié sur le versant 135 parcelles, donc 135 parcelles qui étaient concernées, donc une grande quantité de courriers envoyés aux propriétaires pour arriver à avoir la maîtrise foncière du site avant de pouvoir mener l'action de reconquête pastorale. Donc ça a été permis parce que on a pris du temps sur le poste d'animation du site Natura 2000. Donc c'est grâce à ça qu'on a pu mener cette action. Aussi parce qu'on avait des financements dans le cadre du contrat vert et bleu qui est porté par la communauté de communes Cœur de Savoie. Avec ces financements, on a aussi pu monter un partenariat avec la Société d'économie alpestre, la Chambre d'agriculture pour trouver un exploitant agricole, et puis le Conservatoire d'espaces naturels qui est aussi venu en appui sur ce site.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que c'est vous qui vous trouvez sur ce terrain estampillé donc Natura 2000? Eh ben, écoutez, c'est parti d'un projet où on a été convoqué à une réunion publique à la mairie de la part du Parc des Bauges pour faire de la réouverture de pelouse sèche. On a fait quelques réunions, on avait défini quelques zones et moi, en parallèle de ce moment, j'ai eu l'opportunité d'acheter ces parcelles, une grande partie des parcelles, parce qu'il y a une partie où on est en location. Et du coup, le projet, c'était vraiment de faire de la réouverture, donc de réouvrir le milieu qui était assez embroussaillé. Enfin, il y avait pas mal de broussailles, de bois, etc. Et du coup, voilà, on a monté le projet petit à petit. Ça a pris à peu près 1 an et aujourd'hui, on a réouvert et on a clôturé et on pâture. Pour moi, c'était important de réouvrir ce coteau qui était pâturé et cultivé il y a un peu plus d'un demi-siècle. Et du fait de l'agriculture moderne, c'était un peu trop pentu tout ça pour continuer à être exploité. Donc ça s'est refermé au fil des années et des décennies. Et du coup, voilà, je trouve important de réouvrir ces milieux pour agrandir les zones agricoles. Et puis de plus, un enjeu environnemental, notamment pour les orchidées. C'est aussi pour ça que le parc était porteur de ce projet, parce que les orchidées poussent beaucoup moins dans les parties boisées et beaucoup plus sur les pelouses sèches. Et du coup, il faut réouvrir ces milieux pour que ça continue à pousser correctement. Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit focus justement sur qu'est-ce que c'est qu'une pelouse sèche et quelle faune et flore on peut trouver sur ce milieu-là? Oui, alors une pelouse sèche, c'est une pelouse, donc c'est un milieu ouvert en herbe. On dit pelouse parce que contrairement à une prairie, quand on se baisse, la végétation et on peut voir à travers par rapport à une prairie qui est très dense en végétation. Ces pelouses sèches, elles ont la particularité de se trouver sur les versants sud très ensoleillés, sur des secteurs de pente, parce que le sol est très peu épais sur ces secteurs-là. Donc ensoleillé, une forte pente. Et du coup, les espèces qui y poussent sont spécifiques. Elles sont adaptées à ces milieux-là. Et c'est des espèces qui aiment le soleil. On y trouve donc notamment les orchidées. Une espèce typique des pelouses sèches, ça va être l'ophrys bourdon, par exemple. On y trouve aussi tout un cortège de végétation, de milieux. En fait, une pelouse sèche, souvent, c'est en mosaïque. C'est-à-dire qu'on n'a pas que de l'herbe, on a aussi des petits arbustes. Donc ça fait la richesse des pelouses sèches. Et on y trouve, par exemple, un oiseau qui s'appelle la pie-grièche écorcheur, qui aime bien ces milieux-là et qui a la particularité d'embrocher ses proies et de les accrocher sur les épines de ces buissons. Ouais. Elle est où la noire? Elle est toujours chez son milieu? Alors le réseau Natura 2000, il a vraiment pour objectif la préservation des milieux naturels, des espèces végétales et animales, tout en prenant en compte les activités humaines. Donc effectivement, on ne met pas du tout sous cloche, on n'a pas une réglementation propre à Natura 2000. Par contre, nous, les gestionnaires Natura 2000, on est vraiment là pour faire du lien entre les différents programmes qui se déroulent sur les sites, de s'assurer que les habitats et les espèces sont bien pris en considération, qu'il ne va pas y avoir de menaces dessus, et puis de mener des actions pour assurer le bon état de conservation de ces milieux-là. La politique Natura 2000 en France, c'est la concertation. Donc travailler avec les acteurs, le volontariat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réglementation stricte qui s'applique sur Natura 2000, et sauf ce petit volet évaluation d'incidence où on se dit que sur un site Natura 2000, si on a un aménagement ou qu'on organise une grosse manifestation sportive, on va devoir faire un dossier d'incidence pour vérifier qu'on ne va pas avoir un impact sur le site. Mais c'est le seul volet réglementaire. Sinon, on est plutôt sur de la contractualisation avec les mesures agro-environnementales qui sont les contrats pour les exploitants agricoles et des contrats qu'on peut aussi attribuer aux forestiers ou aux communes ou à des privés. Et donc, ces contrats, c'est engager un propriétaire ou un exploitant agricole sur 5 ans sur des engagements. Donc,
des éléments de gestion de leur site qui sont compatibles avec la préservation des sites Natura 2000. Alors on a un cahier des charges qui régit un petit peu toutes les règles. La principale règle c'est les périodes de pâturage, donc assez tôt dans la saison pour justement pas empêcher le développement des orchidées sur la période mai-juin, et après une période en fin d'été, début d'automne, aux alentours de début d'octobre, dès que les moutons redescendent d'alpage. Pas d'utilisation de produits phyto sur ces parcelles, bien entendu. Il faut pas balancer des phytos pour changer le milieu. Une fois par an, peut-être passer un petit coup de débroussailleuse pour enlever certains rejets, des buissons que les animaux mangent pas, mais c'est vraiment du ciblé. Donc ça reste une action minime sur le milieu. En fait, l'objectif, c'est de garder le milieu ouvert. L'idéal, c'est d'avoir cette mosaïque de milieu. Avec quelques arbustes, on voit qu'il en reste quelques-uns, notamment des genévriers sur la parcelle. Et puis, d'éviter que ce soit trop pâturé aussi, parce que la pelouse, elle va être sensible au piétinement. Donc, c'est un équilibre à trouver avec du pâturage suffisamment pour pas que ça se referme, mais pas trop, pour pas abîmer la pelouse. On a toujours dit, on a un cahier des charges pour avoir une base avec des engagements réciproques, et après on adapte puisque chaque saison n'est pas la même que la précédente, etc. Donc il faut savoir être souple et s'adapter. C'est l'avantage d'une petite structure comme la mienne où j'ai vraiment un troupeau pas très grand, une centaine de bêtes, donc ça reste à taille humaine, et du coup on peut facilement s'adapter. Je suis nouveau dans le milieu, je fais ça depuis le 1er janvier 23, donc je suis un jeune agriculteur, j'étais comptable avant, donc rien à voir avec ce milieu, et donc du coup le fait d'avoir ces organismes, ça permet de se poser des questions auxquelles on se posait pas du tout avant. Moi les orchidées j'en avais pas forcément connaissance, même toute cette diversité, etc. Donc le fait d'échanger, de passer du temps à faire des réunions, suivre des réunions, des choses comme ça, être sur le terrain à analyser certaines choses, etc. C'est vrai que c'est très enrichissant. Le parc a mis en place une clôture en Ursus tout le tour, et du coup c'est un gros avantage pour l'éleveur parce que on a juste à déposer nos animaux, on n'a pas forcément de manutention, à installer des filets, des choses comme ça. Ça reste un endroit qui est assez préservé de la faune sauvage, enfin des gros animaux type sanglier, chevreuil, choses comme ça. Donc c'est vraiment un milieu qu'on peut contrôler. Il y a eu la clôture, il y a eu d'autres travaux qui ont été réalisés pour aménager ce terrain au mieux. Oui, donc tout d'abord il y a eu la création de l'accès depuis la route qui a été réalisée. Ensuite il y a eu une opération de broyage du site. Donc il y a un broyeur qui est venu sur une pelle araignée. Et ensuite il y a eu la pose de la clôture qui a été réalisée, donc la surface du site elle fait un petit peu moins d'1 hectare. Donc c'est grâce à la région que les travaux de réouverture, de création d'accès ont pu être faits et de débroussaillement, et puis aussi qu'on a pu avoir l'appui technique des structures comme le Conservatoire d'espaces naturels, la Société d'économie alpestre et la Chambre d'agriculture. Le projet il a commencé en gros depuis le printemps, on va dire l'automne 23, puisque c'était très long au démarrage, notamment puisqu'il fallait réussir à trouver du foncier. Un gros travail de fait de la part du parc et du Conservatoire d'espaces naturels à ce sujet. Une fois qu'on a défini la zone, il fallait chiffrer l'enveloppe travaux, et après donc il y a eu une planification des travaux. Démarrage automne 2024 pour une fin des travaux mars 2025, mars-avril 2025. Du coup, on a pu pâturer quasiment en instantané derrière. Et là, les moutons, ils sont depuis à peu près
Début juin. Oui, parce que là, sur site, on a des chèvres et des moutons. Alors oui, parce que ils sont complémentaires. Les chèvres s'axent plus sur tout ce qui est petits buissons. Elles adorent ça. Et les moutons, alors c'est la rastonnet marteau, ça mange un petit peu des buissons, mais ça mange aussi de l'herbe. Un coup je te suis, un coup c'est toi. En fait, ce secteur-là a été retenu comme une première étape de reconquête pastorale. Si on arrive à obtenir d'autres financements, l'objectif c'est de poursuivre sur le reste du versant et du coup on a déjà un peu eu des retours au niveau du foncier, des propriétaires, et du coup on pourra aller un petit peu plus vite pour la suite, pour récupérer de la maîtrise foncière et puis poursuivre cette action. Eh bien, merci beaucoup. Et puis à bientôt sur un autre site, peut-être Natura 2000. Merci. Retrouvez toutes les émissions sur le parc naturel régional du Massif des Bauges sur www.radioalto.info à la rubrique émissions des partenaires.